Bouh. Bonne année à tous, nous sommes le 20 Germinal de l'an 234 et j'ai absolument besoin de vous parler de Easy Delivery Co. Je ne vais volontairement pas tout vous révéler sur les origines et l'histoire du jeu dès le début, mais ce que vous avez besoin de savoir c'est que c'est un jeu indépendant développé par Sam C, coécrit par son frère Josh C, avec une BO de Prot et Soa Yoing, et qui est sorti en septembre 2025 sur PC et sur mobile en mars 2026. Comme j'ai moult choses à déblatérer, on va attaquer le jeu par 10 points en suivant l'expérience standard d'un joueur du début jusqu'à la fin du jeu, le tout en révélant l'histoire et les éléments de gameplay au fur et à mesure. Ainsi je vais spoiler une grande majorité de l'histoire et je vous somme d'aller y jouer et de revenir sur cette vidéo ensuite, le jeu se terminant en 5 à 6 heures. Et si vous ne l'avez pas encore fini, je vous demanderai également de ne pas faire trop attention aux paroles du générique. Allons-y. Parlons d'abord du gameplay. On est sur une simulation de livraison, c'est-à-dire qu'on se déplace d'un point A à un point B avec une récompense, le tout avec une physique très simple et peu réaliste. On se trouve dans une région enneigée, d'ailleurs tellement enneigée qu'il n'y a personne dehors, et les seules interactions qu'on a au tout début, c'est avec la boîte mail de l'entreprise qui nous possède, qui nous alerte des spécificités de notre emploi. Pas de GPS, bon, l'essence est pas payée, et on peut mourir de froid si on reste trop longtemps dehors. Fort bien. Heureusement pour contrebalancer, lorsqu'on prend une mission, on est amené à aller chercher le colis chez le vendeur et discuter directement avec lui. Ces dialogues courts, souvent humoristiques, vont faire tout le sel du jeu et apporter un aspect chaleureux à la Animal Crossing qui contraste très bien avec l'environnement extérieur. Il y a peu de contraintes sur la qualité du service rendu, par exemple faire tomber 3 des 5 boîtes d'une livraison ne vous coûtera rien, et faire tomber l'intégralité de celle-ci ne vous coûtera que votre pourboire et un peu de temps pour descendre le récupérer. On ne peut à proprement parler pas rater une mission. Pareil, on a une jauge d'essence qui se vide au fur et à mesure, mais si t'en as plus, tu t'arrêtes pas net au bord de la route. Il y a pas à proprement parler de game over, tu te retrouves juste limité en vitesse et éventuellement en chauffage. Et finalement, comme indiqué plus tôt par l'entreprise, on n'a pas de GPS. Une grande partie de l'aspect cosy de Easy Delivery Co provient de ce jeu de mémorisation des routes, d'être un peu dans la zone et de découvrir ce plaisir de prendre une mission sans avoir à réfléchir sur comment aller chercher le colis, ni le livrer, puisque les routes restent relativement simples. Au début du jeu, on a seulement 3 hameaux séparés par une route chacun. Easy Delivery Co est un jeu de simulation, et historiquement, les jeux de simulation évoluent entre deux grandes catégories. On a d'un côté les simulations éducatives, et de l'autre, celle des gestions de ressources. La différence entre les deux relevant de leur approche du game design privilégiant soit le réalisme et l'efficacité d'exécution, soit la gestion de données et la planification. Dans la première catégorie, on peut bien sûr penser à Densha de Go, Train et Flight Simulator de Microsoft, et dans la seconde, Sid Meier's Civilization, Transport Tycoon, ou pour citer les premiers du genre, The Oregon Trail et The Sumerian Game. Le genre entretient également un profond rapport au travail, pouvant même être utilisé à des fins de formation professionnelle. Vous savez sûrement qu'il existe des simulateurs qui permettent à des agents de conduite, que ce soit de train, d'avion ou d'autres, d'être jugés en conditions réelles, ce qui permet à la fois d'observer leur gestion du stress et le respect des normes de sécurité. On peut également citer l'incroyable programme de formation japonais pour McDonald's, sorti sur Nintendo DS et récupéré en 2020 par Nick Robinson, le frère de Porter Robinson, et pour le trivia, c'est cadeau. De la même manière qu'il existe une grande différence de complexité entre un Roller Coaster Tycoon et un Civilization, ou entre un Flight Simulator avec un Boeing 707 incontrôlable et Euro Truck Simulator 2 où on peut tranquillement faire des backflips sur l'autoroute, les jeux de simulation varient grandement en difficulté selon le public auquel ils s'adressent. Parmi les jeux les plus faciles, on trouve des jeux dits cosy comme Easy Delivery Co où le gameplay est à mi-chemin entre l'automatisme BA de Cookie Clicker et le simulateur de conduite un peu plus exigeant. Et ce label n'est finalement que lié à la marge d'erreur que le jeu vous laisse entre les deux grandes catégories. Si le médium des jeux de simulation est utilisé à des fins de formation professionnelle, alors que dire d'un jeu qui comme celui-ci traduit d'une manière peu réaliste un métier répétitif et que la majorité des gens qualifieraient de peu gratifiant, voire franchement ennuyant? Pourquoi autant de gens aiment des simulateurs plus poussés tels que Microsoft Flight Simulator ou encore Densha de Go? Est-ce que c'est par attrait pour la technique des corps de métier représentés? Peut-être. Est-ce que les jeux de simulation présentent une réalité simplifiée qui nous permet de nous rassurer vis-à-vis des difficultés qu'engendre le monde du travail sur notre vie? Encore plus probable, mais c'est avant tout le manque de conséquences et la projection que nous offre le médium qui est sûrement la réponse la plus raisonnable. Et où se place Easy Delivery Co sur ces axes de réalisme et de gestion des ressources? C'est assez simple. Votre principal ennemi dans le jeu, c'est vous. Vous qui galérez à lire une carte, et vous qui vous battez contre le froid hivernal. L'essence, l'énergie et finalement même l'argent sont des métriques plutôt secondaires et simples à gérer. L'idée qu'on se fait du métier de livraison, stressant et fatigant à cause de la gestion du temps ou des autres véhicules, n'est pas un problème puisqu'ici il n'y a ni voiture ni contrainte de temps. Et les petites pépites de dialogue entre chaque livraison créent une vision un peu déformée et rassurante du fardeau de travailler seul dans son camion.
Bon, je vous parle d'un cadre rassurant au sein de notre véhicule, de la chaleur du chauffage, de la chaleur humaine et de celle d'une tasse de café. Mais vraiment, est-ce qu'on a une autre option? Comme vous l'avez vu, non seulement l'environnement est difficile à explorer, à l'exception des routes déneigées, mais surtout, il force et guide le travail. Après tout, si personne ne sort dehors, que personne ne nous attend pour la livraison, pour qui sont ces routes si ce n'est le livreur? Non seulement l'environnement est monotone et répétitif, faisant un parallèle avec notre métier, mais il limite aussi notre curiosité d'aller voir ailleurs. On ne se pose pas spontanément de questions sur ce dernier, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a un tas de neige ici, précisément? Ou à quoi sert ce tunnel, ou cette tour de radio? La boucle de gratification relativement courte d'une livraison nous permet quelque part de nous en satisfaire. Par exemple, entre Upton et Weston, on peut s'amuser à prendre de la vitesse dans les longues lignes droites, et pas grave si on se fait extorquer par le pompiste ou qu'on est payé au lance-pierre. Ça pourrait être pire, on pourrait être dehors dans le froid. Et pourtant, tiens, revenons sur ce tas de neige là. Bah si on regarde bien, il semble tracer un chemin qui remonte vers la route d'au-dessus. Et effectivement, si on vient regarder là-haut, on se rend compte qu'il s'agit d'un raccourci. Et en observant un peu l'environnement comme ça, on se rend compte très vite qu'il y a plein de petits chemins cachés dans la neige. Toutes ces petites surprises trouvent leur origine dans la genèse du jeu, décrite par le développeur, Sam C, dans une série de devlogs. À l'issue d'un projet de fin d'études long et épuisant, il se lance dans un petit side project de jeu de course, et le couple avec une passion naissante pour les K-trucks, ces genres de mini-trucks japonais qu'on contrôle dans le jeu. De cette base nerveuse et rapide de jeu de course, sans doute inspirée par Initial D, est arrivée l'idée de con, l'élément perturbateur. Et si on ajoutait des colis dans la remorque du camion? Et si on disait que ce colis était indispensable et pouvait tomber? Et si le gameplay c'était de livrer ce colis le plus rapidement possible tout en faisant un max de dérapage et de figures? Cependant, on peut déjà remarquer un problème de cohérence. Le produit fini est loin de l'idée de base envisagée par Sam C. Le jeu se passe dans une sorte de Canada enneigé imaginaire, un environnement qu'il affectionne particulièrement, et où il est impossible de réellement aller vite. Et si on se réfère à l'idée un peu simpliste qu'un livreur est quelqu'un d'efficace et qui va vite, on tombe dans une sorte de mix entre un jeu de course et une simulation de livraison, avec ce que ces deux genres impliquent de choix de gameplay, de présentation et d'objectifs. Par feedback constant entre le prototype de jeu de course et l'environnement, il décide d'abord de ralentir le véhicule et d'enlever les pénalités basées sur le temps ou la qualité de la livraison. Mécaniquement, le jeu s'approchant d'une simulation, Sam C découvre le plaisir de créer une map et de l'apprendre par cœur pendant les phases de debug, choisissant donc de supprimer simplement et purement le GPS. On retrouve malgré tout des restes, certains choix de design issus du prototype original, non seulement la physique arcade goofy, mais également la présence de nombreuses rampes pour faire des grandes sauts et la possibilité de drifter. Voilà, l'environnement et les objectifs sont posés, le choix de game design sont effectués, mais ce mélange de genres ne permet pas de répondre d'office à une question pourtant essentielle: comment faire pour que le joueur s'amuse plus de 5 minutes? Ou plus précisément, puisqu'on est moins rapide que dans un jeu de course, mais qu'on n'est pas non plus dans une simulation réaliste du métier de livreur, qu'est-ce qu'il faut de plus pour que la formule marche pendant plusieurs heures? Bon, en réalité, il n'y a pas 10 000 manières de garder le joueur intéressé. On peut soit jouer sur l'envie d'explorer plus de terrain avec plus de facilité, ou l'envie de comprendre ce qui se passe dans l'histoire du jeu. Le premier levier, il se manifeste par l'existence d'améliorations pour le camion, qui permettent non seulement de faciliter son déplacement dans des zones pénibles de la map, mais en plus d'en débloquer carrément des nouvelles. Par exemple, Snowy Peaks, la deuxième map, est initialement très pénible à naviguer, avec des ravins et une grande quantité de talus de neige sur la route. Le camion étant notre interface de jeu, et ce bien plus que notre personnage qui est lent, limité et sensible au froid, augmenter ce dernier, c'est augmenter le plaisir qu'on prend à interagir avec le jeu, et donc ça fait s'engager le joueur de manière plus constante dans celui-ci. En plus, ces nouvelles zones à explorer débloquent des missions de livraison plus longues et donc mieux payées. D'ailleurs, le camion était tellement l'interface entre le joueur et le jeu que dans les démos de Easy Delivery Co, il n'était même pas possible de sortir de ce dernier. C'est en ajoutant la possibilité de dialoguer avec les vendeurs qu'a été conceptualisé le fait de séparer notre personnage de notre camion. Les vendeurs, tiens, parlons-en, puisqu'ils représentent le second levier d'engagement. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? C'est quoi l'histoire? Par le ton de leur dialogue, leur progressive ouverture envers notre personnage, leur caractère propre, ils sont la raison qui vous donnera envie de continuer à livrer des choses aussi insignifiantes qu'un énorme pot de fleurs sur plusieurs kilomètres. En parallèle, l'un des villageois, MK, est notre interlocuteur principal, et c'est lui qui nous conseille d'aller à tel ou tel endroit et d'acheter telle ou telle amélioration, augmentant de fait notre appréciation du gameplay, et le tout en nous disséminant des indices sur ce qu'il fait ici, et pourquoi il nous demande des services aussi spécifiques que va chercher des Tokiwoki ou trouve une canne à pêche. À la lumière de ces deux grands mécanismes, voyons maintenant quelques grandes étapes de l'histoire du jeu, ce qui permettra, je l'espère, de montrer l'équilibre simple mais efficace entre l'évolution du gameplay et celle de l'histoire. Pour commencer, notons à quel point l'introduction du jeu est bien pensée. On commence en nous lâchant au milieu de Upton sans qu'on ait trop de contexte sur où on est, ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Une notification d'un mail de notre employeur apparaît sur le HUD avec la touche correspondante, on appuie et on lit. En une interaction nulle, on fait découvrir aux joueurs l'existence de l'interface et donc de ses menus, des mails comme source d'information et des concepts clés sur la mécanique de livraison. Plus implicitement, la forme particulière du HUD, se présentant comme une sorte d'ordinateur personnel de la fin des années 90, donne un certain nombre d'informations contextuelles importantes. On n'est clairement pas dans un boulot très bien payé en vue de l'état de la carte qui est bug au début du jeu, le ton sarcastique court-peau des mails couplé à la vétusté de l'interface ne nous donne pas beaucoup plus confiance en l'entreprise que ça, bref, ça risque d'être un boulot un peu pénible.
Ensuite, le jeu nous fait obligatoirement passer entre une boutique et un bâtiment à côté duquel se trouve MK. Il fait du bruit et c'est la seule personne dehors, donc on vient le voir, utilisant nos connaissances acquises avec la première livraison pour savoir qu'on peut descendre du camion pour interagir avec notre environnement. Il se présente et nous demande d'aller chercher une boisson énergisante, en échange de quoi il réparera notre carte qu'on a vue plus tôt pour sectionner la première livraison et qui était explicitement buggée. Cet échange nous permet de solidifier qu'il faudra autant livrer que parler aux gens pour avancer dans le jeu, et introduit définitivement la mécanique de la carte sans GPS, qui nous force donc à apprivoiser les lieux. Que MK nous demande de lui ramener une boisson énergisante permet enfin d'introduire la mécanique de gestion d'énergie. Par la suite, le temps qu'on s'habitue aux 3 hameaux et au concept de faire des livraisons sur toute une carte, côté gameplay, on a eu le temps de découvrir l'horreur de payer soi-même son essence, probablement quelques types de magasins, et les mécaniques liées au froid. Côté histoire, on commence à discerner qu'on remplace un ancien livreur, au nom de Seb, que les vendeurs ont chacun leur personnalité, des échanges rigolos, mais surtout qui s'ennuient. Avançons un peu jusqu'au moment où on peut acheter le briquet, premier item que MK nous demande de nous procurer. Ce dernier permet de brûler des branches et accéder à une nouvelle map, Snowy Peak, et à la maison de MK. Côté gameplay, une nouvelle zone signifie des routes à mémoriser nouvelles, de plus longues livraisons, et plus tard, une amélioration pour notre camion, les chenilles à neige. Côté histoire, les échanges dans le chalet de MK nous permettent d'en apprendre plus sur la ville, sur le personnage de Seb, et sur ce qu'il est advenu de la ville après son départ. Le même schéma s'opère pour la troisième carte, en plusieurs étapes, nécessitant une bonne compréhension de toutes les mécaniques du jeu. On est d'abord amené à venir réactiver les 3 tours de radiodiffusion, permettant de cimenter les mécaniques entourant le froid et commençant à prémunir, et en parallèle, MK nous explique de Fishing Town que c'était un endroit plein de vie avant que le barrage soit construit et que la zone soit privatisée par l'entreprise, et nous mentionne une étrange maladie à laquelle seraient sujets les vendeurs. Bloqués dans cette zone, on entre dans une petite boucle de livraison locale pour se payer une upgrade qui permettra d'entrer dans le barrage et de récupérer un item pour MK, des Tokiwoki, sans qu'on sache réellement pourquoi il en a besoin. Et c'est pendant cette phase que les premiers gros indices recouvrant avec la maladie mentionnée par MK arrivent. Certains vendeurs réagissent bizarrement, on en reparlera très bientôt. On continue de grind pour acheter la dernière upgrade, alors que le lore se fait de plus en plus présent à chaque nouvel échange chaotique avec les vendeurs, et direction la dernière zone, l'usine. Mais avant ça, penchons-nous un peu sur 2 personnages. Il va falloir qu'on parle de l'éléphant dans la pièce, que fait MK dans tout ce bazar, et qui est Seb, ce vendeur qu'on a remplacé, et avec qui tout le monde semble nous confondre au début du jeu. MK a cette particularité qu'il est le seul NPC qui ne vend rien. Il travaillait pour la maintenance chez EasyCo, peu importe ce que ça veut dire dans une ville où personne ne sort, mais en plus d'être le seul à être dehors à ne rien vendre, le seul à avoir une maison, c'est aussi le seul qui va très tôt se confier sur qui était Seb, et qui semble avoir par son métier un peu de recul sur l'état désastreux du coin dans lequel on bosse. Clairement, il sait quelque chose que personne d'autre ne sait. À côté, les vendeurs ont une sorte de fatalité optimiste, essayant de s'accrocher à la joie que leur procure nos visites. Seb, lui, est, ou plutôt était, l'ancien livreur, et il nous ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Ce dernier a beaucoup aidé à rapprocher les vendeurs les uns avec les autres, la forte neige les faisant se replier sur eux-mêmes par monotonie. Tandis que MK s'ennuyait dans son boulot, Seb semblait prendre plaisir à reconnecter les vendeurs entre eux. Lui et MK étaient cependant mus d'une même envie, et non, ce n'est pas d'un amour homosexuel furieux, même s'il est vrai que MK a quitté son boulot pour être plus souvent avec Seb, et de toute façon ce ship est valide. Non, les 2 comparses voulaient surtout partir d'ici, sortir de ce coin grisâtre où on gagne à peine sa vie et où tout le monde bosse pour la même boîte tentaculaire et impersonnelle. Puis d'un coup, sans qu'on sache trop combien de temps après que MK quitte son boulot, Seb disparaît. Évidemment, ce dernier est dévasté, on le comprend bien sûr, il vient de perdre son petit ami, et non seulement il se retrouve tout seul, mais il voit à nouveau les vendeurs se renfermer sur eux-mêmes, il voit le travail de son acolyte fondre comme neige au soleil. Avançons maintenant au début du jeu, dans la timeline, au moment où on arrive dans la ville. MK semble avoir un peu en vain tenté de maintenir le moral chez tout le monde, et on est réduit à vagabonder à droite à gauche. Très vite, il reconnaît chez nous une part de Seb dans notre capacité à rassembler les autres. Il a raison d'ailleurs, prenez par exemple le boulanger et la fleuriste. Ils se sont tous les deux tournés autour pendant un temps, et au fur et à mesure de nos échanges, on suit leur tentative de communiquer jusqu'à un moment où ils sortent ensemble. Il y a un autre vendeur qui va se motiver à préparer une petite soirée au bar de Sixo. On découvre également le célibataire rêveur qui semble avoir un crush sur tout le monde. Bref, la vie reprend petit à petit. Pareil, ce mec qui nous a confondu longtemps avec Seb, qui nous appelle affectueusement Whittle Snacker, on pourrait traduire par wow. Oh, il va pas bien du tout là, c'est quoi ce bazar? Tiens, c'est étonnant lui aussi, et ça me fait me rendre compte d'ailleurs qu'ils ont tous des dialogues qui commencent et terminent par la même phrase. Et lui, il sort une suite de chiffres. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette ville? Bon, prenons un peu de recul. Que les vendeurs pètent un câble, c'est un peu le premier élément bizarre qui nous est explicitement présenté. Mais en réalité, depuis le début, le jeu possède un certain nombre d'éléments étranges, ce qu'on pourrait appeler des failles dans le gameplay et dans l'histoire. Cet aspect confusant et surréaliste des derniers échanges avec les vendeurs nous sort un peu de la diégèse. On est catapulté en dehors du pseudo-réalisme cosy qu'offrait le jeu, et on est forcé à se poser des questions. Pourquoi les colis sont jamais récupérés? On sait bien que personne ne sort, mais genre, les colis disparaissent, donc quelqu'un ou quelque chose vient bien les récupérer. Pareil, le vendeur du pawn shop se demande dans la moitié de nos dialogues ce que contiennent les cartons, avant de déterminer qu'ils sont probablement réalisés en carton. Bravo champion. Mais comment ça il sait pas ce qu'il y a dedans? Ce sont ces colis. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt de froid exactement?
Pourquoi l'usine est aussi grande et terrifiante? Où vont les trains qu'on entend en permanence? Pourquoi il n'y a pas de gare dans la ville? On peut se dire que ce sont des trains de fret, de marchandises. Mais si vous vous rappelez de la cinématique du début, on arrive justement en train. Est-ce qu'on est de la marchandise? Pourquoi on dort jamais et on fait que consommer des boissons pour rester éveillé? Tous ces éléments combinés font qu'on commence à s'approcher du grand reveal du jeu. MK qui parle d'une maladie, les vendeurs qui mentionnent qu'ils sont offline, qui se mettent à sortir des phrases bateaux, ou qui crachent carrément des messages d'erreur ou des messages cachés en hexadécimal et qui tournent souvent autour des rêves et de l'amour d'ailleurs. Sans oublier le mécanicien, Reed, qui depuis le début du jeu essaye en vain de se souvenir de quelque chose que Seb lui avait raconté peu de temps avant de disparaître, qui se révèle être qu'ils font partie d'un cluster, donc d'un groupe de SD units, et qu'ils sont soumis au Izico Programming. Bref, le tout semble pointer vers le fait que... Voilà le grand reveal du jeu, qui selon à quel point vous étiez investi dans l'histoire ou non, vous a soit complètement échappé jusqu'à très peu après la confirmation de MK, soit vous a semblé évident très vite. Alors le parallèle avec le monde du travail se fait tout seul, je vais pas vous refaire la sempiternelle explication que robot vient du tchèque robota qui veut dire esclave, mais de manière générale, on voit c'est vrai un peu le robot humanoïde comme quelque chose de similaire à l'humain, mais qui n'existe que pour accomplir des tâches. Et il ne fait que ça d'ailleurs, il n'a pas besoin de dormir, pas besoin de vie sociale, de pause ou de droit. Tant qu'il a une source d'énergie à disposition, à tout hasard en restant toujours à l'intérieur de son camion, ou en buvant des boissons énergisantes de la marque Izico. Tant que ces conditions sont réunies, il peut continuer à produire de la valeur pour l'entreprise qui l'a construite. Un bug ou une prise de conscience de sa condition? Hop, débranché et on remplace. Les parallèles sont faciles à faire entre humains et robots ici. Des licenciements abusifs pour avoir simplement rejoint un syndicat comme à Rockstar il y a quelques mois, aux nombreux morts au travail par négligence, mauvaise sécurité ou souci de rentabilité à tout prix, le jeu parle autant de robots IA humanoïdes du futur que de travailleurs précaires malmenés du présent. On peut du coup faire deux lectures de la maladie des vendeurs, l'une poétique et l'autre terriblement productiviste. Soit les vendeurs, pris dans un surplus d'émotions, ont lentement commencé à bugger, à se déconnecter par manque de ressources, et à se retrouver à soit cracher des codes d'erreur, soit des placeholders, soit il existe littéralement un garde-fou dans leur code, dans l'administration système ou n'importe quoi d'autre, qui permettrait de désactiver un vendeur dès lors qu'il est trop humain. Notez que je n'ai pas dit lorsqu'il vend moins bien, ou lorsqu'il est moins productif, mais bien lorsqu'il devient trop humain. Rien dans nos échanges ne nous laisse penser qu'on livrait moins bien, ou moins vite. Mais la politique de la boîte, c'est pas travailler plus vite, c'est soyez assez aliénés pour qu'aucune communauté ne se forme entre travailleurs, et que vous ne puissiez jamais prendre assez de recul sur votre environnement, ou pire, vos conditions de travail. Quelle que soit la lecture que vous favorisez, et ça peut même être les deux en même temps, il est clair que la plupart des vendeurs veulent ressentir des choses, sont heureux d'être conscients et d'interagir entre eux, comme l'attestent les derniers messages envoyés en hexadécimal par nombre d'entre eux, qui parlent souvent de ressentir de l'amour dans leurs rêves, et de manière générale tournent beaucoup autour des sentiments. A partir de là, on peut remonter sur chacun des points un peu étonnants notés jusqu'ici, pourquoi il y a personne, pourquoi on discute que avec les vendeurs, pourquoi on n'a pas de maison, et la théorie la plus plausible est que finalement il s'agisse d'une ville entreprise qui a été abandonnée par les humains, ce qui fait qu'on se retrouve dans une genre de société miniature qui tourne toute seule, sans ses utilisateurs. Vous pouvez penser qu'on est dans un monde post-apo, qu'on est dans une simulation ou dans une expérience grandeur nature pour entraîner des IA, mais une chose est sûre, il n'y a pas un pet d'humain dans cette ville. J'aime à penser que l'option de la ville abandonnée par l'entreprise est la bonne, car l'idée d'une sorte de communauté qui renaît spontanément d'une fin d'activité me fait non seulement penser à la ville dans laquelle a grandi une grande partie de ma famille, mais également parce qu'elle met en priorité la lumière sur les sentiments avant de se poser la question de qui les ressent, humain ou machine. Un autre point troublant qui va dans le sens de la ville abandonnée, on est le seul travailleur à devoir être dehors. C'est pourquoi les lumières n'indiquent que les intersections entre deux routes importantes, les magasins qui sont ouverts ou les distributeurs de boissons nécessaires à continuer nos livraisons. Rien d'autre n'est allumé puisque personne n'en a besoin. Il n'y a personne. Et je vous vois venir. Oui, mais Moustilu, aka Moustiluigi Random de la chaîne, toutes ces raisons, elles s'expliquent aussi par des nécessités de gameplay et de clarté. Si on éclaire tout ce qui est important, le joueur va y aller plus facilement. Et il n'y a pas de voiture pour rendre le jeu plus facile et plus cosy. Et je suis bien d'accord avec vous, chers viewers, au phrasé aussi insupportable que le mien. Ne vous inquiétez pas, on va en reparler très bientôt. Finalement, parlons de MK. Dans tout ça, c'est le personnage dont la lecture change le plus après le reveal, car il permet enfin de comprendre ses intentions. On comprend de quelle maladie il parlait, et à peu près de pourquoi il avait besoin de nous pour toutes ces étapes. Notez que je parle d'intention, et en effet, ce petit agent de maintenance qui est censé être hors système, être libre de ses choix après avoir quitté son boulot, et après tout, s'il bug pas du tout et qu'il est conscient du problème des villageois, c'est qu'il est pas concerné par ses erreurs, et bah pourtant, même après tout ça, le seul rôle qu'il a joué tout le long du jeu, et jusqu'à maintenant, c'est d'être un mec de maintenance. Première action, il nous explique le mécanique de la boisson énergisante comme carburant. Il améliore notre carte, il nous donne des conseils pour améliorer notre véhicule, comme un robot agent le ferait, à tel point que ces missions apparaissent sur notre HUD, qui semble de toute évidence non pas être un HUD extra-digétique, là pour aider le joueur, mais bien notre interface visuelle en tant que robot livreur, comme si même ça, MK ne le contrôlait pas. Il y a une volonté de rendre flou ce qui est là pour le joueur, et ce qui existe dans le cadre du lore du jeu. Bien, reprenons où nous nous en étions arrêtés. MK qui nous donne rendez-vous à l'usine.
Pour ce faire, on a besoin d'acheter l'un des objets les plus chers du jeu, les chaînes hiver. Dans l'histoire, c'est logique, on doit traverser un lac gelé, et seules les chaînes nous permettraient de conserver assez de vitesse. D'un point de vue gameplay, c'est surtout une manière de forcer le joueur à faire quelques missions supplémentaires et de s'assurer qu'il comprenne bien l'ampleur du problème avec les vendeurs. Et pour vraiment forcer ce point, lors de la dernière phase de grind, on est bloqué sur une seule map, Fishing Town, qui nécessite donc des plus petites missions et créant plus d'échanges. Ces échanges nous permettent d'avancer dans les interactions entre les vendeurs, nous les rendant plus attachants et humains, et donc leurs bugs n'en sont que plus impactants. Une fois les chaînes acquises, on peut se rendre au lac, où MK nous informera qu'on ira sans lui, mais que c'est spécifiquement pour ça qu'il nous a fait chercher les Tokiwoki, parce que, je cite, son code lui empêche d'aller à l'usine. Une fois le lac traversé et l'ascenseur de l'usine atteint, MK commence à se livrer sur lui et Seb. On le savait déjà, les deux étaient très proches, Seb était l'ancien livreur qui nous ressemblait beaucoup, et à notre arrivée, il était comme les vendeurs persuadé que Seb était de retour. Si même MK, le gars, le meilleur ami, que dis-je, le Srab, le Bougzersur, que dis-je, le mari de Seb, nous a tout d'abord confondu, il faut se rendre à l'évidence, on habite peut-être le même robot, ou un skin similaire. Après tout, à l'exception de MK, tous les vendeurs, y compris nous, sommes des chats, utilisant le même modèle. Izuku a sûrement désactivé pour de bon les agents dans le cloud. C'est la conclusion de MK, voyant qu'on n'était pas Seb. C'est la seule et unique fois où le concept de cloud est mentionné, ce qui laisse supposer que Seb et ou nous sommes des robots pilotés à distance depuis un serveur central. Alors quelle différence est-ce que ça avait avec les autres vendeurs ou MK? Aucune réponse ne sera apportée dans ce dialogue. Il est probable, vu la désertion de la ville par les humains, que les seuls robots restants soient les modèles qui tournent localement. Enfin localement, toute proportion gardée. Nous voici rendus à la dernière ligne droite de l'usine, et ce lieu vous rappelle rien? Enfin, on l'a jamais vu sous cet angle, mais ces gros rectangles menaçants, disposés en gris, qui semblent être les machines déportées correspondant à chacun des vendeurs et qui clignotent en morse, ils rappellent un peu... De toute évidence, et en vue du nombre à peu près similaire de machines avec le nombre de vendeurs sur le terminal au fond de l'usine, ceux qu'on appelle vendeurs sont en fait des robots qui tournent localement, dans le sens que toutes leurs données, leur personnalité, leur vie est stockée dans l'usine du coin, inaccessible au seul robot qui peut sans trop de soucis se balader et en apprendre plus sur ces lieux, MK. Alors pourquoi nous on peut y accéder et pas lui? Aucune idée, et j'en parlerai un peu en fin de vidéo. Dans le terminal donc, on est face à un choix un peu chiant. On a les identifiants de chacun des vendeurs, et la possibilité soit de fermer le barrage hydraulique de Fisher Town, supprimant l'accès à l'électricité à toute la zone et causant la mort probable de tout le monde, y compris probablement de nous, ou de redémarrer les vendeurs, effaçant leur mémoire, mais permettant de les sortir de ces états de bug / déconnexion. Suivant le vœu de MK, il est préférable de redémarrer tout le monde. Hop, écran trop similaire à celui qu'on voit quand on lance le jeu, et nous voici de retour devant l'usine. Pourquoi, comment, je veux pas le savoir, en tout cas MK n'est plus là, et les vendeurs sont de retour à la normale. Enfin, la normale du début du jeu. Pour une histoire autant basée sur la communication et l'échange, voir subitement tout le monde recommencer à sortir les phrases du début de l'aventure et ne pas nous reconnaître est assez déprimant. Aller voir MK nous permet 1. De nous rendre compte qu'il n'est pas affecté, il se rappelle de nous, et 2. Que ce n'est probablement pas la première fois que ça arrive, que ce qu'on peut supposer être que Seb a déjà effectué une telle manipulation, puisqu'MK est conscient que ce n'est qu'un cycle, et que tous les vendeurs finiront inexorablement par avoir des émotions, et donc rebugger. Ça fait de ce choix une sorte d'impasse bad ending. On a corrigé temporairement le problème, mais pas le système qui crée ces problèmes. Rien ne nous empêche de retourner à l'usine et d'aller tout éteindre. Faire cela nous reboot devant le lac comme auparavant, on remonte et on voit MK au sol. Couper l'électricité a donc, entre guillemets, tué tout le monde, sauf nous. Attends, pourquoi pas nous? J'explique ma surprise. On sait qu'on a des vendeurs qui sont enclins à être limités et déconnectés si trop humains. Seb était conscient qu'ils faisaient partie de la Swarm, et c'est pour ça que leur identifiant dans l'usine commence par SD. Ils sont également sensibles au reboot, au shutdown, et on le verra ensuite au recovery qui sont les 3 fins du jeu. À côté, on a des robots autonomes, comme MK. Ce dernier mentionne que lui et Seb sont des ML, donc Machine Learning, pour décrire les limitations de leur relation, et ils sont probablement une catégorie de robots à part. Ce dernier est, comme on l'a vu, insensible au bug et au reboot, mais bien sensible à la coupure d'électricité. On peut supposer que ce qui nous sépare de tout le monde, c'est qu'on n'est pas mort parce qu'on fonctionne à la boisson énergisante, au thé, au café, à la soupe de poisson, mais alors pourquoi MK est tombé au sol? Lui aussi il se déplace, à pied même il semblerait, et il n'est pas sur une courte batterie avec le besoin d'être régulièrement dans son magasin comme on suppose que ça peut arriver pour les vendeurs. Alors on peut supposer que couper le barrage éteint l'usine, et donc le cerveau des vendeurs, y compris MK. Ça expliquerait ainsi pourquoi tout le monde est là mais ne bouge pas. La différence avec nous et Seb c'est quoi du coup? On n'est pas affecté, donc clairement notre cerveau est soit dans le cloud, donc MK a eu tort en statuant que les agents du cloud sont définitivement désactivés, soit notre cerveau est directement dans nous-mêmes, analogue à un humain, ce qui fait qu'on serait protégé de tous ces problèmes. Ces deux possibilités font sens. Un livreur est plus à même de se déplacer dans des zones sans électricité, et donc sans une couverture réseau incroyable. Mais du coup, à la lumière de ces 3 catégories de robots potentiels, se repose la question de la nature de Seb et des conditions de sa disparition. On apprend par un historique tragique disponible à la fin du jeu, que le moment où MK a trouvé Seb désactivé ont été enregistrés. Comment, pourquoi, je veux pas savoir non plus, et hormis le parallèle évident des différents logs avec les étapes du deuil, humanisant encore plus ces robots, on apprend quelque chose de nouveau. Si Seb n'a pas disparu mais il a été trouvé par MK, qu'est-ce que ce dernier en a fait? Est-ce qu'il l'a laissé là? Est-ce qu'il l'a enterré? D'un point de vue narratif,
ça recontextualise pas mal les échanges qu'on a eu à ce propos. Une théorie un peu populaire en ligne serait que Seb, qui était un agent dans le cloud, a voulu infiltrer le système ou était devenu rogue. Il appréciait tellement voir les vendeurs s'épanouir malgré le manque d'humains qu'il en a quitté son job et ses recherches sur les swarms. On peut supposer que c'est le partage de ses connaissances sur leur nature à au moins MK et au fleuriste qui résulte soit en sa panne lors d'une de ses recherches, soit en sa désactivation par un garde-fou dans le système du cloud. On peut alors voir les éléments du jeu de cette manière. Après sa disparition, dans une moindre mesure, MK tente de maintenir la sociabilisation, mais ça marche pas. À notre arrivée, tout le monde te parle de Seb parce que c'était leur lien, mais les vendeurs se sont depuis renfermés. Au fur et à mesure du jeu, tu reconnectes tout le monde humainement, et là, plutôt que de te désactiver comme ils l'ont fait pour Seb, si on suppose qu'il a été désactivé, un autre garde-fou logiciel désactive les vendeurs progressivement, à la place. J'aime moyennement cette théorie parce que ça laisse sous-entendre qu'il y a une intelligence qui surveille l'état des communications entre les robots, et ça commence à ouvrir beaucoup de possibilités que le jeu ne mentionne même pas. Le jeu étant relativement flou sur certains points, il faut à mon avis par précaution s'arrêter à nous incarnons un robot complètement autonome par notre place de joueur. Mais du coup, ça soulève le problème de la collusion entre le storytelling interne, l'histoire de ce petit coin enneigé dont l'ancien vendeur a disparu, et où le nouveau se rend compte qu'ils sont tous des robots, le tout sans pipe et mots, et la forme du média, le storytelling externe, où on doit exister, sinon il y aurait plus de jeu, et donc ça nécessite de justifier dans le lore d'une manière ou d'une autre nos actions. Bon, avec tous ces éléments en tête, avançons et discutons de la troisième et dernière fin. Une fois tout le monde désactivé, le jeu ne nous guide plus, et sans la possibilité de refaire le plein d'essence, il faut fouiner et se rendre compte un peu au hasard que le pawn shop de Easton, plongé dans la pénombre, on le rappelle, a un nouvel item, un recovery disc à $300. Retourner à l'usine donne ainsi la possibilité d'insérer le disque et de débloquer la dernière fin, où non seulement les vendeurs et MK sont de retour, mais en plus les vendeurs ont retrouvé leur mémoire d'avant les bugs. Aller voir MK dans sa cabine nous permet d'échanger nos derniers mots avec lui, il est choqué et nous est infiniment reconnaissant qu'on ait trouvé une telle option, puisque cette dernière semble briser le cycle, les vendeurs ne buguant plus du tout et pouvant s'épanouir plus librement à partir de maintenant, et il mentionne alors qu'il doit absolument tenter de trouver une copie de Seb, si tant est que celle-ci existe. Il disparaît, et lorsqu'on retourne à l'ancien emplacement où était la voiture de Seb, un historique qu'on voit plus tôt dans le jeu, il n'y a plus rien. Cette troisième fin est considérée comme la good ending. Continuer de jouer nous apporte de nouveaux dialogues et continue les arcs narratifs de chacun des vendeurs, et une fois arrivé à la fin 2, on a réellement terminé l'histoire d'Easy Delivery Co. Il reste que toute cette mise en abîme sur la nature des gens dans le jeu, que je me suis efforcé pendant toutes ces vidéos de ne jamais appeler NPC ou bot, parce que cette distinction rendrait nette la différence entre le médium et l'histoire qu'il raconte, et c'est justement ce que le jeu ne veut pas qu'on fasse. Bref, cette mise en abîme, elle pose plusieurs questions. Est-ce que l'écran de démarrage qu'on voit à chaque fois qu'on lance le jeu, c'est nous, le robot livreur qui bouton? Après tout, l'une des dernières lignes qu'on voit avant l'écran titre, c'est l'activation de notre vision. Est-ce que l'interface, notre HUD, sont également visibles pour celui qu'on contrôle? Est-ce qu'en tant que joueur, on représente pas un peu ces agents dans le cloud, contrôlés littéralement par quelqu'un de lointain, hors de la réalité des robots qu'on manipule? Et on peut là faire un parallèle avec les patrons qui contrôlent leurs employés sans en partager les conditions, la fatigue, le froid, l'usure, la monotonie. Est-ce que les éléments de réalisme comme la musique qui sont spécifiquement liés aux antennes radio dans la map et qui varient en qualité selon notre distance à ces dernières, ou au contraire les incohérences et les plot holes comme le fait que le disque de recovery apparaisse sans raison dans un magasin, ou que les voix qu'on entend lorsqu'on erre dans les méandres des serveurs, inconscients à cause du froid, ressemblent quand même vachement à celles de MK qui viendrait s'arrêter près de nous pour nous réparer, ne sont finalement pas autant d'artifices grossiers visant à nous faire transitionner d'un jeu cosy de conduite à la réelle attention du jeu, à savoir nous questionner sur la nature d'être humain. Typiquement, ce procédé de flou entre l'intra et l'extra-digétique permet de ne pas se poser des questions comme pourquoi les packages sont posés mais jamais récupérés et pourtant disparaissent, ou pourquoi le foutu CD de recovery est apparu comme ça, comme par magie dans un seul pawn shop après que tout le monde soit mort. Et donc ça nous amène à la dernière partie. Je ne suis pas critique d'art, ce n'est ni ma formation, ni de près ou de loin, ni un sujet que j'ai eu l'occasion d'approfondir au-delà de quelques envies de blabzouiller sur un jeu que j'aime bien. Mais je suis bien plus que ça, un homme blanc, 6, avec un canal de discussion ouvert, et donc je vais ramener ma grande opinion dont tout le monde se branle. La première fois que je suis mort de froid dans Easy Delivery Co, après qu'un ami qui avait joué avant moi me demande si ça m'était arrivé, j'ai été assez décontenancé et un peu choc-barre de ce que j'ai vu. D'un coup, toute ma perception du jeu a changé. Que penser, et est-ce que je peux faire confiance, à un jeu qui se joue de son audience avec un style de gameplay accessible et confortable, pour y cacher des éléments légers d'horreur SF? Je vais mesurer mes propos. On n'est pas là face à un jeu mignon qui viendrait vous flasher à la gueule du gore et des jumpscares atroces, un peu à la Pony Island ou Doki Doki Literature Club. Les éléments inquiétants restent limités et ajoutent à la présentation déjà désolante des lieux où se déroule l'action. Mais cette question étant posée, j'ai débattu rapidement avec un autre ami et on a collectivement atteint la conclusion que si se questionner sur la nature de ces fausses apparences est sain, moyennant comme les exemples cités précédemment un avertissement en début de jeu, c'est aussi une manière de rejeter un peu trop vite une œuvre pour son caractère choquant, ce qui n'est pas une manière très intéressante d'appréhender de l'art. Au contraire, en me faisant piéger à la fois par les histoires un peu touchantes de ces vendeurs et la réalité plus dramatique et existentielle de l'histoire du jeu, en seulement 6 heures de gameplay, j'ai noué des liens avec les personnages peut-être plus vite que dans n'importe quel autre jeu, comme à tout hasard Animal Crossing.
dont le style des personnages s'inspire clairement. De plus, comme je l'ai raconté plus tôt, la boucle de gameplay en tant que joueur nous donne envie de continuer à jouer. Et en fait, le jeu est terriblement honnête et direct avec ce qu'il montre aux joueurs. L'aspect très cryptique de la mort, le HUD, les vendeurs qui ne se mentionnent qu'entre eux, avec le singulier neutre anglais they ou it, on manque juste de clés de compréhension au début de l'histoire. Les vendeurs sont probablement conscients de ne pas être humains, AMK aussi, et ce n'est pas tant un reveal progressif que la découverte qu'on ne lit pas l'histoire sous le bon prisme. Le gameplay du jeu amène naturellement à comprendre les éléments sous le biais du travail et de la tâche répétitive, alors qu'il faudrait plutôt analyser tout ça d'un point de vue relationnel. De quoi parlent les vendeurs? Pourquoi est-ce qu'ils parlent comme ça? Et d'une certaine manière, notre automatisme à voir Easy Delivery Co comme un jeu cosy de simulation, c'est déjà tombé dans son piège. D'avoir une vision de ce qu'il est comme une simulation de travail d'abord, et d'être un univers limité proposant des interactions sociales fortes ensuite. Ces réflexions sur le changement de perception de ce qu'on est, ce que cette prise de conscience change dans la perception d'une proposition artistique, ça me rappelle un album important pour moi qui est sorti en 2025 d'un artiste qui s'appelle Oneotrix Point Never, et bon, attendez. Ok, tangente, en fait depuis le début cette vidéo était à propos de Daniel Lopatin. L'album Tranquilizer de Daniel Lopatin, aka Oneotrix Point Never, aka le mec qui a produit 3 BO nominés et Down FM de The Weeknd, est un album sorti en 2025 sur le label Warp, et est l'un de mes albums préférés de l'un de mes artistes préférés. Si vous connaissez ni OPN, ni le label Warp, je ne saurais vous conseiller assez le mini-documentaire An History of Warp Records de Deep Cuts, mais sachez au moins pour l'instant qu'il s'agit d'un label indépendant britannique qui se spécialise dans diverses scènes expérimentales, principalement électroniques mais pas que, et qu'ils sont leaders dans cette catégorie très vaste, avec des artistes relativement stylés, tels que Otaker, Aphex Twin, Square Pusher, Nala Cinefro et Boards of Canada. En ce qui est d'OPN, pour faire court, il a commencé sa carrière sous ce nom avec divers projets de musique ambiante, avec de longues nappes de synthé mélodiques qui font tantôt un peu chiptune, tantôt cheap années 80. Puis il a aidé à créer le Vaporwave avec son side project de sampling Plunderphonics Chuck Person Echo Jam Volume 1. Entendez par Plunderphonics un mouvement et un style de musique qui consiste à sampler sans venir offusquer la source, souvent dans une démarche liée à la réflexion sur le droit d'auteur et l'identité d'une œuvre. Puis d'album en album, mélangeant de nouvelles idées de sound design et incorporant toujours une touche de sampling, OPN a su explorer une palette de sons très large. Que ce soit des samples de publicité des années 80-90, dénaturés en balade mélancolique dans Replica en 2011, l'angoisse de la reproduction synthétique d'instruments avec R+7 en 2013, le tout mélangé à du rock puis à d'autres genres pour Garden of Delete et Age of respectivement en 2015 et 2018, avant de retomber sur ses bases de fans de radio avec Magic Oneotrix Point Never et Again en 2020-2022. Il y a pourtant un sound design, une idée qu'il n'avait jamais explorée aussi bien jusqu'ici. Comment sonne l'oubli ? Tranquilizer est un album qui est venu d'une anecdote. Un jour, alors qu'il se baladait sur l'Internet Archive à la recherche de samples un peu obscurs, Daniel est tombé sur une grosse archive contenant un nombre impressionnant de ces vieux CD de samples divers qui, une fois achetés à un prix exorbitant, vous donnez les droits pour la réutilisation dans vos compositions. C'est un business model qui s'est complètement pété la gueule au début des années 2010, mais un marché florissant au début des années 90. Alors évidemment, toutes ces samples sonnent terriblement cheap hors contexte, mais il n'y avait pas le temps de les utiliser à cette époque, il bossait sur un autre projet, hop, on les met en favori et on y retourne dans quelques mois quand on aura un peu de temps. Seulement problème, il revient quasiment 2 ans
ans plus tard, et là, plus d'archives. Voilà qui est fâcheux. Il cherche et il finit par trouver une archive similaire découpée en plusieurs parties, et c'est en réécoutant ces terribles samples improbables, un violon tout nul, une sorte de synthé raté, un piano noyé dans la reverb, que lui vient l'idée de prendre le rôle non pas de musicien, mais avec un peu de recul, celui d'archéologue. Alors qu'est-ce que ça veut dire de déterrer quelque chose qu'on a oublié, que tout le monde a oublié, qui était presque sur le point de disparaître entièrement d'internet, et de les triturer pour les mettre en lumière? Qu'est-ce que ça dit de nos rapports à ces sons, aux sons qu'on a oubliés, à ces samples dont personne ne veut? Vous me voyez venir avec mes gros sabots, quoique mon Fursona soit une loutre mélangée à une pipistrelle, donc en réalité j'ai des pieds un peu plus larges mais plantigrades. On peut tirer de nombreux parallèles entre les vendeurs artificiels isolés dans la montagne, dont ni les dialogues ni le regain de vie n'évoluent sans le joueur, sans la touche d'humanité que ce dernier apporte, et entre les packs de samples artificiels et perçus comme tels, trouvés par OPN sur ce terrain désolé qu'est l'Internet Archive. Considérons pendant un instant l'histoire et les trois fonds du jeu en remplaçant les vendeurs par ces samples et le joueur par Oneotrix Point Never. Depuis le départ de Seb, la ville était au point mort, oubliée, sans aucun humain pour en témoigner, comme en pause, similaire aux CD inutilisés, mis en favori, oubliés et devenus des lost media pendant un court temps. Si d'un côté, interagir avec les vendeurs les font gagner en humanité, au point de bugger et de devoir les reset car sortant de leur statut initial, analysés hors de leur principe très fonctionnel de base, ces samples sont très synthétiques, fades, et on entend tous les artifices, à tel point qu'elles nous paraissent inutilisables. Dans Easy Delivery Co, la fin reboot consiste simplement à retarder l'arrivée du cycle où les vendeurs seront à nouveau inopérants, et de la même manière qu'utiliser les samples dans leur contexte initial ne fera que rendre la composition datée, fade, insipide, ne faisant finalement que retarder un peu leur dernière utilisation. La fin shutdown, elle, consiste à arrêter pour de bon ce cycle qui ne mène à rien et que personne ne soupçonne d'exister à l'exception du joueur, et similairement, avoir connu ces samples, observer leurs obsolètes propriétés et ne rien faire avec consiste à les laisser disparaître pour de bon, dans une vision romancée du musicien artiste comme archéologue. Finalement, on peut voir la fin recovery comme la manière de briser ce cycle, en stabilisant la situation malgré, grâce à son aspect synthétique. D'un côté, OPN sortant un album avec les samples comme base, mettant la lumière sur celle-ci, leur qualité en tant que vieux reliquat synthétique, en insufflant à nouveau de l'humanité en elle, et de l'autre, le recovery disc remis dans l'usine, ou MK qui part essayer de récupérer Seb. J'ai pas vraiment de conclusion à apporter à tout ce bazar, si ce n'est que j'espère vous avoir convaincu de rejouer à Easy Delivery Co, et que mes quelques opinions discutables vous feront considérer un peu différemment les échanges entre vous, le livreur, et les vendeurs, et entre vous, le joueur, et ce que le jeu vous transmet. Si vous n'avez pas encore joué au jeu, vous vous êtes bien salement fait spoiler, mais je ne peux que vous supplier d'aller y jouer par vous-même et de vivre ces quelques heures sur le flanc de cette montagne désolée. Finalement, allez écouter l'album Tranquilizer de Oneotrix Point Never si l'analyse que j'en ai fait a piqué votre curiosité, streamez mon album de French House ATC sur les plateformes de streaming, et n'oubliez jamais qu'en temps dur comme ceci, il y a toujours de la